Je suis dans une administration publique dont je ne donnerai pas le nom. En tout cas, c'est un ministère. Une administration publique où le ministère est en train de se vider. C'est-à-dire, ce qui est plus grave, c'est que même des directeurs. Tu veux que tu as fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans plus voir quelqu'un. Il est parti au Canada. Ouais. Il est en Angleterre. Il est. Bon. Et puis, ce n'est pas un peu partout. Il y a un problème. Parce que dans tous les secteurs, vous voulez dire, oui, dans tous les ministères, il y a encore l'éducation récemment. Il y a dans tous les secteurs. On se plaignait que et puis, les enseignants nous avons des amis qui vont là-bas. Quand ils arrivent, ils pensent même qu'ils sont nombreux. Ils vous disent que les plus performants même, les plus gradés là-bas, c'est les Camerounais. C'est les Africains. Et beaucoup plus de Camerounais. Ils vous disent même que les seuls Africains qui les rivalisent là-bas, en dehors des Nigériens, sont les Sénégalais. Ouais. Je parle sur le couvert de la dame qui est avec nous. J'avais dit qu'il y a un problème de management. Le Cameroun, c'est vite. Comment donc nous avons une diaspora qui est aussi nombreuse et intelligente à l'extérieur. Et nous... Avec l'amour de la patrie. Et nous continuons à voir nos dirigeants tellement... C'est très peu d'entendre, c'est très rare d'entendre un dirigeant de ce régime à donner de bons qualificatifs à cette diaspora. Hein. Très souvent, c'est une diaspora négative, c'est une diaspora ceci. C'est vrai qu'il y a une minorité, bon là-bas c'est autre, qui font des choses pas très bien. Nous avons, moi ici, nous avons mis ce que nous traitons ce soir, nous mettons la politique de côté, nous mettons ce qui est l'intérêt général. Le constat est que, d'abord, les gars fuient, parce que le constat est clair. Quand vous avez quand même un directeur de l'administration centrale au Cameroun qui quitte, avec tous les avantages que nous connaissons, des sous-directeurs, des chefs de service, qui quittent et qui partent. Et quand on menace, quand le ministre de la fonction publique ou bien le ministre menace... Vous me laissez continuer, oui. Mais quand même, je veux la même... Il y a que parmi ces personnes qui arrivent là, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé de ce côté, qui a voyagé, qui est de ce côté pendant, qui a fait 15 ans, 20 ans. Et quand cette personne arrive au Cameroun, vous dites que son salaire, c'est 1,5 million, 2 millions par mois. Et vous dites que, moi, rentrer au Cameroun, et je vous rappelle, à cette personne qui est partie, on doute même de son CEP ou de son CEPE, vous voyez, mais qui vous dit que vraiment, moi, rentrer, qu'est-ce que je veux faire? Et à plus forte raison, pour vous relancer, un médecin. Nous connaissons la situation de nos médecins. Et qui ici, et puis quand il voit son frère qui se trouve de ce côté-là, il y a quand même ce problème. Malgré tout cela, ceux-là qui sont de l'autre côté décident de rentrer, mais il y a un souci. C'est quoi le véritable souci? Moi, je pense que... Parce que moi, je parle toujours avec mes témoignages. J'ai un ami qui était très proche avec moi au ministère. Quand parce que les menaces que vous voyez, le ministre de la fonction publique, je sais où les faire là, ou le MINFI là, quand les gars... Vous chutez. Je vais là que je chute. Quand les gars... J'ai eu des plaintes, et les plaintes, je ne peux pas les présenter ici. Mais il y a une dame qui m'a dit, vous voyez, nous voulons tout. Maintenant, elle a fait venir le matériel. Ce matériel est bloqué au port de Douala. Bientôt, d'ici bientôt 2 ans. Tout simplement parce que aussi au Cameroun, lorsqu'elle a commencé, on lui a dit oui, tout va bien. À un niveau, on lui dit non, il faut signer des accords avec, je sais, avec quel autre international, c'est pas mon affaire, hein, je sais. Et de ce côté, elle trouve que les accords qu'on a signés, il y avait les virgules et autres, que là-bas, on vous dit que non. La société qu'on vous attribue là, c'est comme si c'est une ancienne société, il faut revoir. Et que, voilà, depuis plus d'1 an, on lui demande des centaines de millions pour, n'est-ce pas, dédouaner, alors qu'au départ, ça ne devait pas se passer ainsi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais, vous comprenez, je voudrais qu'on aille droit au but. C'est quoi? Qu'est-ce qui cause problème à cette diaspora de rentrer au pays? Pourtant, nous tous, vous et moi, avons quelques amis ensemble qui aiment tellement le Cameroun, qui viennent de temps en temps, mais véritablement, de venir rester et investir, c'est un problème. C'est quoi le souci?
Bon, vous avez été tellement long que j'ai comme l'impression que je devrais faire un commentaire au lieu de répondre à une question. Non, je n'ai pas de commentaire, je vous ai posé. J'ai pris un exemple. Je n'ai pas saisi. Non, c'est moi qui ai la parole en ce moment. Kungu. Je n'ai pas saisi un peu ce que vous voulez que je dise, mais néanmoins. Vous voulez que pour ce qui est des questions de la diaspora, souffrez. Allons-y. Je vais être long parce que je fricote avec la diaspora. Une diaspora intelligente et positive, et le Cameroun en a. Il y a des Camerounais qui aiment Paris, je vous donne 3 minutes. Qui aiment leur pays. Je vais être plus long que ça. Non. Sinon, les téléspectateurs ne pourront pas. François Bikoro doit prendre la parole. Et là, vous êtes en train de me couper déjà. Je peux donc dire ici que les retours de notre diaspora souffre dans son retour d'un complexe, n'est-ce pas, que nourrissent ceux qui sont censés les accueillir. Ça, c'est bien. D'une mauvaise foi qui habite ceux qui les accueillent, parce que beaucoup voient un peu leur intelligence heurtée par de nouvelles intelligences qui arrivent. Et là, je vous définis un peu notre société, parce que c'est un problème sociétal. C'est nos construits sur le plan sociologique qui font que quand la diaspora revient, elle est diluée au milieu de tout ça. Même les questions de corruption ou de blocage ou de tentative de prise ou de contrôle de l'affaire, c'est des questions sociétales, c'est des questions de mentalité, c'est des construits sociologiques de notre être. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une intelligence qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est au-dessus de la nôtre, on se braque, soit on essaie d'en prendre le contrôle, soit on essaie de bloquer, soit on essaie de détruire. Moi qui vous parle, voilà, c'est-à-dire que je vous ai dit que je peux être long. Et là, c'est vraiment, c'est Ferdinand Congo qui parle. Parce que quand vous prenez la structuration de l'État sur le plan de l'incitation douanière, sur le plan de l'incitation fiscale, elle est très bonne. Hein? On allait jusqu'à faciliter la création d'une entreprise avec un guichet unique. On a créé un guichet unique au niveau de la douane. On a créé des facilités pour qu'on vienne solliciter un rabattement auprès du directeur général de la douane, auprès du ministre des Finances. Mais solliciter un rabattement auprès du directeur général de la douane, ou bien auprès du ministère des Finances, pour dire que vous avez, c'est pas encore 4 conteneurs de matériel pour venir créer une clinique ici, que vous serez sollicité après qu'on ait lu le document dans le bureau du directeur général, pour que les gens essaient de venir contrôler votre affaire. C'est-à-dire que c'est des questions d'individus, des problèmes de personnes. C'est-à-dire que c'est un construit sur le plan mental. Et c'est ça qui fait donc que la diaspora, quand elle rentre ici, elle vient tomber dans une sorte de panier à crabe. Ouais. Et ça c'est l'aspect même de ceux qui viennent avec les moyens pour investir. Je vais vous prendre 2 exemples. De moi qui vous parle avec des amis qui sont d'ailleurs des petits frères, à qui je vais d'ailleurs rendre un grand hommage ici. Le président de l'ONG dont je suis le représentant, Charlie Oyenoa, qui est un jeune homme d'un Ngomda, qui est magistrat en Suisse, qui a même déjà pris la nationalité suisse, qui crée cette ONG et qui décide et qui commence à poser un ensemble d'actes. Nous sommes à l'origine des poursuites aujourd'hui contre Ayabachou, parce qu'on voulait opposer les principes aux intérêts, pour essayer de mettre dos au mur les États qui soutenaient directement ou indirectement les porteurs de violence dans le Nozo. Mais on est venu ici avec un ensemble de dossiers. On a pris des ordonnances dans des tribunaux en Europe, avec des documents, des conclusions de l'enquête pour la police fédérale allemande, qu'on a servi à des fonctionnaires qui avaient qualité et quantité pour exploitation. Silence radio. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous appelle pour vous dire, mais vous, pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez démontrer à la fin? Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est lui qui reçoit le document RT parce que son intelligence ne saisit pas la vitesse avec laquelle vous y allez. Ça, c'est au niveau de Charlie. Nous sommes allés jusqu'à traiter même avec la présidente de la République. C'est vrai, elle est la seule qui a d'ailleurs réagi, parce que bon, même au niveau du Minirex, les gars, on fait la rétention, au niveau du ministère de la Justice, au niveau de la délégation de la Sûreté nationale, alors que nous étions sur un chemin où on voulait les conduire à mettre dos au mur et à mettre les blancs, entre guillemets, face à leur propre conscience, parce que leurs opinions et leurs droits, leur justice condamnent les actes que financent ceux qui habitent chez eux, qui sont actés et codés comme actes de terroristes, mais les gens font de la rétention ici parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est de 2. Pour compléter le gap, vous avez vu que je suis commencé à devenir volubile, un peu nerveux. Pour compléter le gap de la crise énergétique, j'ai un ami qui est à Ostend. C'est-à-dire qu'Ostend, c'est la partie hollandaise de la Belgique, parce que c'est à la frontière, qui est venu avec un projet de construction
d'une centrale de compression à gaz comprimé pour faire dans les 2500, je crois, mégawatts d'électricité, où il avait le projet déjà monté, avec des Émirats. Lui, il avait déjà trouvé des facilités avec des Émirats qui avaient besoin des accords du gouvernement pour pouvoir venir construire cette centrale et trouver maintenant un B2B avec le gouvernement pour pouvoir l'exploiter, rentrer dans leurs frais. Mais nous sommes arrivés ici. Mais vous voulez rencontrer les ministères, les fonctionnaires du ministère de l'eau. Ils ne sont pas disponibles. Quand ils sont disponibles, ils ont du mal à comprendre le document que vous leur donnez. En fait, ils n'ont pas du mal à comprendre le document que vous leur donnez. Ils ont compris le document. Mais comme ils sont tenus par un ensemble d'intérêts et un lobbying qui est autour d'eux, qui protège les intérêts et les acquis de la production énergétique aujourd'hui, ils se braquent parce que ça aussi c'est un aspect. On a fini par essayer d'approcher le Premier ministre à travers ceux qui lui étaient proches, qui ont plutôt essayé de contacter ces Émiratis. Parce qu'ils ont compris que les gars avaient 64 ou 65 milliards à mettre dedans. Taper au dos. Voilà. Ça, c'est donc, pour conclure, parce qu'on a à la fin de l'émission, je peux parler pendant 2 heures, parce que j'ai plein de situations comme ça. Pour conclure, c'est un construit sur le plan sociétal, c'est un construit sur le plan mental. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, quand quelqu'un vient de la diaspora, on est d'abord complexé par le fait qu'il sort de là. On est complexé par le fait qu'il peut peut-être apporter une intelligence dont nous n'avons pas la maîtrise. Et on a peur de perdre nos positions, de perdre nos places. Et nous essayons soit de contrôler l'affaire, soit de la bloquer. Parce que certains se nourrissent aussi de la conservation de certains acquis. Merci. Heureusement, vous avez respecté. Pour une fois, il a été scientifique. Pour une fois. Non, c'est un homme objectif. Hein, je le sais, même s'il milite dans un parti politique. François Bikoro, la situation, elle est là, elle perdure. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis que cette diaspora-là pleure et en larmes et demande que quelque chose soit fait. Le président de la République, pas dans un seul discours, plusieurs sorties, a demandé à cette diaspora-là de rentrer et de venir, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, sa science et tout ce que cela comporte au Cameroun, demandant à ses collaborateurs de faciliter la tâche à cette diaspora-là. Mais François Bikoro, est-ce que les choses ont véritablement bougé? Je crois qu'on a un sérieux problème dans notre pays. C'est l'adressage des problématiques. C'est-à-dire qu'on parle des choses sérieuses, des gens qui mettent leur argent au profit, et on vous parle de RDPC, on vous parle de ceci. Ça embrouille la galerie. C'est le côté politique là qui crée les problèmes à ces gars. C'est le côté politique. Donc, Monsieur le Président, quand vous reviendrez, si vous voulez de ces gars, ne parlez pas des questions politiques. Saluons déjà notre jeune sœur. Parce qu'il y a aussi un problème de définition de la diaspora. Vous les confondez avec les migrants. Les migrants économiques. Quand vous voyez cette jeune dame, la première question que vous lui avez posée, c'est pourquoi elle est restée dans la diaspora de la promotion de l'identité. Quand vous êtes en France, vous rencontrez un juif, vous savez qu'il est la diaspora juive. Nos frères ont des questions d'identification. Il faut le dire. Les migrants sont des gens qui partent chercher à leur titre personnel de quoi manger, de quoi faire ceci, de quoi faire cela. Et quand ils ont atteint l'objectif, ils redeviennent des diasporas. Monsieur Foucault Bernard est une diaspora camerounaise au Gabon. Pourtant, il investit au Cameroun. Vous avez 30 millions de Camerounais, ils sont 100 000 en France, et vous dites que le Cameroun a échoué parce que les 100 000 n'ont pas investi chez nous. Alors qu'il y a un réel problème. D'abord, je vais vous rassurer. Par an, la diaspora et la migration camerounaise donnent au moins 100 milliards à ce pays. Il faut faire attention quand vous adressez les choses. Soit par transfert, soit des petits projets porteurs. Plus que les aides occidentales. Voilà. Ça entre dans notre pays. C'est plus dans le social. Non, vous avez dit investissement. Investissement. Faire une maison au Cameroun est un investissement. Oui. Le problème, c'est la situation que vous avez là-bas. Elle est celle des diaspora ou celle des migrants. Le migrant se bat d'abord pour s'intégrer dans la société dans laquelle il se trouve. Et il trouve donc le frère qui est ici comme un ennemi ou un adversaire. Parce que ma soeur, dès que vous avez dit, madame,
Morel. Madame Morel. Au village, ça change le comportement entre Madame Atangana et Madame Morel. Tout à fait. Ça change le comportement. C'est cela que quand vous arrivez dans un bureau, vous dites Madame Morel, le gars voit déjà une double identité de procuration de moyens. La fonction publique camerounaise, elle est une fonction publique créée par ces pays dont vous dites qu'il y a la diaspora. Vous oubliez qu'en Guinée équatoriale, c'est la diaspora. La diaspora, oui. Libreville, c'est la diaspora. Nigeria, c'est la diaspora. Notre premier partenaire économique avant que la guerre n'arrive, c'est la diaspora camerounaise-Nigeria. Ça, on l'oublie souvent. Les gens qui gèrent ont souvent aussi peur que l'on fasse des transferts de technologies inadaptés à notre environnement socio-économique. Ce qui gêne, c'est qu'ils proclament qu'ils veulent que la diaspora vienne. Et on les confie à des gens qui sont dans la situation que je viens de noter tout à l'heure. Quand ils attendent Morel, ils se disent c'est bon pour moi. Il faut créer des institutions essentiellement axées dans la compréhension de l'investissement de la diaspora. C'est ce que les autres ont fait. On n'a pas besoin d'être moins que Manu Dibango, qui est resté 60 ans en France en étant camerounais. Mais vous avez vu que quand il a voulu s'occuper des questions de politique culturelle camerounaise, il a rencontré des gens qui le voyaient d'une autre manière. Au point qu'on est allé jusqu'à oublier que notre diaspora, c'est l'heure de la promotion de l'identité camerounaise. Quand les Samuel et Tofis jouent, quand les trucs jouent, ils sont dans la promotion du label Cameroun qui permet que même si eux ne viennent pas directement investir, le Cameroun peut profiter de leur présence mondiale pour acquérir un certain nombre de moyens pour investir. C'est leur investissement qui passe par d'autres choses. Donc moi je crois qu'on a un problème de bien élaborer la stratégie pour capter au-delà de 100 milliards par an d'autres choses complémentaires. Mais le problème c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez une cousine qui envoie pendant 1 an de l'argent pour qu'on lui construise une maison. Et vous allez filmer la maison du milliardaire Focho. Vous lui envoyez ça. Quand elle revient ici, accompagnée de son mari, M. Morel, qui décide un matin que j'aime tellement ma femme que je décide de tout amener en Cameroun. Et on se rend à l'évidence que la cousine de Morel qui était à Tanglayer commence à lui raconter des choses qui font que quand il rentre, il ne revient plus. Il y a des comportements comme cela. Je dis que tant qu'on voit la diaspora comme étant celle qui participe politiquement, parce qu'il faut aussi le dire, il y a un type de diaspora qui en fait sont des migrants, qui cherchent à s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles ils se trouvent, parce qu'ils ont des problèmes économiques, et on les confond avec la bonne diaspora dont faisait allusion madame tout à l'heure, celle qui pense toujours à garder un lien cognitif avec son pays, et qui peut installer dans le subconscient des dirigeants qu'il y a des diasporas que quand elles partent là-bas, elles ne pensent qu'à revenir ici. Créons-leur un couloir pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. Merci. François Bikoro, rassurez-vous, ce sujet reviendra. Nous aurons vraiment une petite mise en bouche et puis nous allons revenir, peut-être aller un peu en profondeur de ce... Il faut qu'on profite de la présence de Mme Morel. Non, je sais que... Je veux donner juste une suggestion. S'il vous plaît. Salutations à quelques réactions. Salutations à tout le panel. Ce qui coince, c'est l'absence d'une politique d'importation des biens, ressources et richesses. La colonisation est appliquée par les puissances qui ont une véritable politique étrangère. La politique étrangère est très importante pour booster le retour des génies. Pour les allègements fiscaux sont très importants. Les allègements des fiscaux sont très importants. La fiscalité, c'est ce qu'il voulait dire. Pour favoriser l'investissement, il faut une véritable promotion du retour des valeurs au service du développement national. Les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques doivent pouvoir, sous une certaine impulsion légale administrative, ramener nos meilleurs éléments à bénéficier de facilités de retour et d'investissement. Je crois que c'est peut-être important également. Très rapidement, mon cher
Thomas Massok, ce sera très difficile de tout lire. Hein. Apollinaire, quand nous sommes gouvernés par des dictateurs hantés d'un esprit ce serait... bonsoir, monsieur Oumba, très merveilleux panel. J'apprécie vraiment la dame. La diaspora fait face à plusieurs difficultés, la jalousie, la sorcellerie, la volonté politique qui a laissé prospérer une bourgeoisie administrative qui se nourrit de la corruption, une administration à qui on n'a pas appris à créer les richesses. Bonsoir, je demande à la femme qui est à côté, en France, les ouvriers ne tombent pas malades comme les ouvriers ne tombent pas malades. Et puis, je suis vraiment désolé, monsieur le présentateur, je ne comprends pas comment vous pouvez parler d'une problématique si hautement politique sans parler de politique. La diaspora, pour entrer dans la quiétude, doit avoir des garanties qui ne peuvent être impulsées que de la décision politique. Bon, merci monsieur. Je crois que je pose ici tout le temps les sujets politiques, mais il faut également voir qu'il y a des sujets qu'on doit mettre la politique de côté et voir l'intérêt général. Parce que là, ça doit devenir... Juste en une mais seconde. c'est terminé. C'est terminé. Juste en une seconde, oui. Il faudrait que ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire le RDPC, là, dans chaque ministère, il faudrait qu'il y ait une direction changer la diaspora. Non. Pour qu'ils commencent à réfléchir. Je vous ai merci, monsieur. L'université politique. J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce parce que nous sommes à cette année électorale que l'on constate, le ministre de l'administration territoriale vient constater en ce moment l'illégalité de ces milices. Si vous lisez le communiqué, il va vous dire qu'il lui a été amené de constater, si vous faites une rétrospective, il y a 2-3 ans, il faisait le même rappel. Ça veut dire que les vieilles habitudes ont la peau dure, très dure d'ailleurs. Et quand ça commence à devenir récurrent, parce que le ministre de l'administration territoriale ne sort pas pour communiquer au hasard, ça veut dire qu'il a eu un ensemble d'éléments qui lui ont été remontés. Il est obligé de venir faire un rappel et de demander au gouverneur d'y tenir. Ok. François Bikoro, c'est une décision assez importante. Beaucoup de personnes ont assisté à ce spectacle déplorable dans nos villes. Après une décision de justice, vous et moi avons un litige, nous sommes en justice et puis on me donne raison. Vous anticipez parce que peut-être vous avez des moyens, vous mettez ces moyens-là sur pied, vous cherchez peut-être ces milices-là qui débarquent peut-être chez moi, me mettent dehors et puis... alors, aujourd'hui, le ministre estime que c'est la fin de la récréation. On peut quand même se poser la question, comment est-ce qu'on en arrive là? Je crois qu'il faut constater ici comme une démission ou une défaillance dans le système de mise en exergue de l'ordre public. Parce que l'ordre public dérive de 3 choses. La première, c'est la loi. La loi définit comment est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Il y a la question de prévention des troubles. Il y a la question de sécurité. Ce dont vous faites allusion ici, c'est les moyens que les gens utilisent pour faire attraire la loi. Je crois que la réglementation a prévu ce qui doivent attraire à l'exécution des décisions de justice qui relèvent de la loi et de la sécurité d'un pays. Peut-être que dans la démission, il doit y avoir une défaillance dans le process. Parce qu'il faut aussi reconnaître que si vous êtes détenteur d'une décision de justice qui vous donne raison et que peut-être l'administration dont on prévoit toujours dans les décisions de justice qu'on appelle les dépens, et que vous constatez que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a comme une difficulté de rentrer dans vos droits. Certains se sont donc essayés, ayant constaté comment fonctionne la République,
Vous savez que les partis politiques et les gens qui se souviennent qu'une fois entrés dans un parti politique, ils sont nantis d'un certificat de refus d'obéir à la loi. Ça peut susciter auprès des citoyens comme une habitude qui est tolérée. Donc cette tolérance peut être considérée soit comme une défaillance du système, parce qu'en réalité, dès qu'on vous a donné raison en justice, la justice prévoit comment est-ce que vous allez faire pour entrer dans vos droits. On doit vous accompagner en requérant les forces de maintien de l'ordre qui seules sont habilitées à vous accompagner dans ce sens après qu'elles aient imaginé que la décision de la justice vous en donne droit. Mais si peut-être on constate qu'à un moment donné ça n'avance pas, certains se sont donc dit qu'ils peuvent un matin requérir des forces qui n'ont aucune légitimité ni aucune légalité pour le faire. Mais alors, on ne prévoit pas qu'il peut y avoir une résistance en face et qui peut amener à l'ordre public qui est menacé. Et dans ce sens, le ministre de l'administration territoriale s'est donc souvenu que ce n'était pas une bonne chose que de laisser que d'autres personnes exécutent un certain nombre de décisions qui peuvent remettre en cause l'ordre public. Dans ce sens, ça revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure, l'éducation, l'information et la conscientisation. Vous savez que dans certaines villes comme Yaoundé, Douala et Bafoussam, Ngaoundéré, et depuis un certain temps, toutes les villes émergentes, les gens barrent la route parce qu'ils disent qu'ils ont eu deuil et qu'ils veulent, sans prendre la précaution d'avertir les forces de défense et de sécurité qui peuvent venir, ne serait-ce qu'empêcher que votre activité ne dénue la tranquillité de ceux qui sont autour de vous. Nous voyons aussi souvent, jusqu'à ce qu'on réglemente cette activité, les collectivités locales décentralisées qu'on appelle les mairies, les communes. On voit des gens qui sont aussi ont des gros bras, qui rentrent dans votre intimité, que ce soit dans votre voiture, fracassent un certain nombre de choses, sans que l'on sache s'ils ont mandat ou pas. Je crois qu'il faut apprendre aux citoyens que la justice est organisée, elle est normée, et que les personnes qui accompagnent la justice, c'est le peuple et les forces de maintien de l'ordre. Dès que vous avez une décision de justice, repartez vers la justice pour leur demander l'autorisation de requérir aux forces de maintien de l'ordre, alors que vous ne pouvez pas le faire de façon normale. Et j'ai toujours vu des forces de maintien de l'ordre accompagner les gens qui sont détenteurs d'une décision de justice qui les donne raison. Il n'y a pas de raison à ce que d'autres personnes se substituent. Non seulement à la loi. Non, tu n'as même pas se substituer. C'est-à-dire que certains font... C'est devenu une habitude. Puisque moi j'ai assisté à une expulsion, l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, où il y avait effectivement les éléments de gendarmerie. Il y avait une dizaine d'éléments de la gendarmerie. Mais cela n'a pas empêché à... Ces gros bras-là. Non, que celui qui était porteur de la décision recrute une vingtaine de gros bras, qui d'ailleurs sont devenus très agressifs, violentaient femmes et enfants, cassaient tout ce qu'ils trouvaient. Donc ça veut dire que c'est un construit chez ceux qui décident d'exécuter les décisions de justice qui leur sont favorables. Surtout ici, parce que la dérive dangereuse, c'est que c'est déjà structuré. C'est-à-dire que celui qui a la décision de justice, qui doit l'exécuter, c'est où solliciter ces gros bras. C'est préparé en avance. Il y a des contacts, on peut aller les voir, mais c'est comme ça qu'on peut aussi demain aller les voir pour régler, je sais pas, un compte à Omba, ou encore à Bikoro qui est un aîné, ou encore à mon frère qui vient d'arriver. Oui, parce que c'est ça le danger ici, c'est pour ça que je reviens vers vous, vous allez obligé de faire le rappel. Je reviens vers vous. Il se faisait maquiller. Il s'est fait maquiller pendant 2 fois ou 3 fois. Mais finalement, il nous a rejoint. Il a estimé le premier maquillage que c'était pas le bon. Le deuxième, c'était pas le bon. Et finalement, il nous rejoint. Alors, Dieudonné Somba Temeng, bienvenue. Merci, très cher Apollinaire Mba. Merci d'être là. Ça va maintenant le maquillage? Oh bon, en fait, c'est très bien, très bien. C'est vrai que la journée, vous savez, en soirée comme ça, c'est pas évident quand on a eu une journée très pleine comme la mienne a été aujourd'hui. Mais bon, j'espère pouvoir être à la hauteur du temps restant, à la hauteur des attentes. Vous n'êtes donc pas comme... Vous êtes un homme que le régime utilise en plein temps, parce que vous n'avez pas de temps libre. Bon, je ne dirais pas le régime, je m'occupe
je fais tout pour ne pas... C'est grâce à ce régime-là également. Bon, vous voulez dire... Voilà, merci. Moi, je sais que je travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de mes enfants et puis de mes proches. Ok. Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et nous allons également accueillir la diaspora qui vient de nous rejoindre. Solange Morel, bienvenue. Bonsoir, monsieur Humbert. Vous allez bien? Très bien, merci. Depuis votre dernier passage sur ce plateau, on ne fait que me demander, est-ce que c'est votre nouveau look ou alors c'était de passage? Je suis une Africaine. Alors une Africaine, il faut qu'elle soit capable d'avoir sa tête nue. Et une panafricaine aussi. Africaine et panafricaine. Ok. Je ne sais pas si je dois le dire ici. Vous m'avez toujours fait les problèmes. Chaque fois vous avez vu François Bikoro sur mon plateau et que je vous ai pas invité. C'est vrai. Pas plus tard que vendredi encore. Je vous ai fait des... C'était des flèches. Les remarques. Oui. Mais comment vous ne m'invitez pas quand il y a François Oui. Bikoro? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai réglé le problème. Oui. Ok. Et merci. Je vous en prie, madame. Alors, nous sommes là, nous parlons des gros bras. Nous avons commencé, n'est-ce pas? Je rappelle que vous êtes de la diaspora. Vous êtes également militant d'un parti politique, NMP. Oui, le nouveau mouvement populaire. Que dirige... André Bandakani. Purement panafricaniste. Oui, Tout à fait. je suis panafricaine. Ok. Alors, là, nous parlons donc, je ne sais pas si on parlera du panafricanisme dans les gros bras. Les gros bras, vous les connaissez? Enfin, on peut les appeler les milices qui sont utilisées après, n'est-ce pas, décision de justice par des personnes qui ont assez de moyens. Hein, peut-être pour vous déguerpir, si vous devez déménager, ou alors, parfois vous n'avez pas eu raison même en justice, mais... Les gros bras sont là. Les gros bras sont là, on vient vous mettre dehors. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas d'accord avec cette activité-là et a décidé, n'est-ce pas, de mettre fin à cette activité-là. Votre regard? Je crois que dans un état de droit, une fois que la justice a fait son travail, nous n'avons pas à aller faire une autre justice au quartier, aller chercher les gros bras pour venir. C'est quoi cette histoire-là? Nous avons des huissiers, il y a la police. Si, peut-être par exemple, s'il faut sortir quelqu'un d'une maison, je vois qu'il y a le jugement, il y a eu un jugement, il y a eu une décision de justice, on a besoin d'aller chercher les gros bras. La police est là, les huissiers sont là, mais les gens qui vont chercher les gros bras, c'est une justice parallèle. Donc je crois qu'on ne sommes pas dans... Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit. Et on doit respecter, n'est-ce pas, les décisions de justice. De justice, oui. Difficile de comprendre que, après une décision de justice, qu'on aille chercher les gros bras qui ne sont pas reconnus officiellement. Hein, certains les qualifient de milices. Non, c'est pour ça que j'ai parlé de mariage contre nature. C'est-à-dire qu'on a une décision de justice qui est l'expression du droit et de la justice. Et on va solliciter des individus aux méthodes de brigands pour exécuter une décision de justice. C'est un mariage contre nature. C'est comme si un prêtre sollicitait des bandits. Comme si un prêtre sollicitait des bandits pour l'aider à officier. Ok, nous l'avons suivi. Alors, Dieudonné Somba, vous êtes un fils du quartier. Hein? Lorsqu'on est quelque part, c'est à Kondengui, à Bogada. Bon, moi, je suis originaire d'abord du département du Fundi, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, dans la famille. Mais je suis établi et beaucoup plus résident à Yaoundé 5 par Essos, à Essos, je voudrais dire. Lorsqu'on a donc grandi à Essos, on peut comprendre que c'est un quartier pas simplement populaire, mais populeux également. Bon, en fait, j'ai grandi en bord d'Essos. Vraiment, je suis un pur de quartier, quartier populaire. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, si vous permettez... effectivement, nous sommes sur le dossier de ces gros bras. Bon, peut-être qu'on voit ça mal aujourd'hui parce que
ils excellent dans des comportements pas très bien, mais en réalité, vous pouvez être un particulier, vous avez certainement gagné une procédure judiciaire et vous avez besoin des gens qui peuvent vous aider, soit à apporter un matériel, soit vous aider à faire quelque chose. Lors des déménagements, peut-être d'une manière logique. Oui. Bon, ce qui dérange le plus, c'est que ils ne sont pas, ce n'est pas dans un canevas juridique qui peut non seulement les protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger celui qui les a, l'acquéreur. Donc il faudrait peut-être qu'au lieu que l'État arrête brutalement ce service ou bien cette prestation, il faudrait peut-être que notre législateur essaie de voir comment mieux régulariser cela. Parce que si un service comme celui-là est toujours sollicité, ça voudrait dire que, quoi qu'on dise, c'est un service qui est important.